Bien, bonjour. Donc du coup, aujourd'hui je vais vous présenter la balance d'Evans. Très pratique, très petite, très compacte, qui permettra de mesurer toutes les susceptibilités magnétiques de vos complexes de métaux de transition, et ce pour un prix totalement dérisoire. Alors, sortie de la rigolade, voilà, la balance d'Evans va vous permettre, comme je le disais, de mesurer les susceptibilités magnétiques et de remonter aux propriétés magnétiques des complexes que vous auriez dû synthétiser. Donc les complexes que vous auriez dû synthétiser, eh bien les voici. Donc comme vous voyez, ils ont vraiment des couleurs très variées, donc allant du rouge jusqu'au bleu. Donc ils sont composés soit de métaux en fait de transition différents, à savoir du cobalt ou du nickel, et après pour un même métal, des fois vous auriez dû varier les différents ligands qui sont coordonnés. Donc pour chacun de ces complexes, vous auriez dû normalement mesurer une série de paramètres qui vous auraient in fine donné le moment magnétique de chacun des complexes de métaux de transition que vous avez synthétisés. Et à partir de ce moment magnétique, vous auriez pu, grâce à la formule du Schwinsel, remonter au nombre d'électrons célibataires au sein de ces complexes. Et donc forcément, si vous avez le nombre d'électrons célibataires, vous allez avoir des informations sur la structure électronique de vos complexes et également leurs propriétés magnétiques, à savoir, en cas de présence d'électrons célibataires, on va parler de paramagnétisme ou sinon de diamagnétisme. Et donc on pourrait se demander pourquoi utiliser une balance pour mesurer les propriétés magnétiques d'un échantillon après tout. Eh bien, il faut savoir qu'un échantillon qui présente des propriétés magnétiques, lorsqu'il est soumis au sein d'un champ magnétique, il va subir une force magnétique qui est proportionnelle en fait à une différence de masse apparente fois l'accélération de la pesanteur. Cette différence de masse apparente, elle se comprend par le fait que l'échantillon il va être repoussé ou attiré dans les différentes régions du champ magnétique. Et donc, ce que je vous ai décrit là, finalement, c'est le principe de la balance de Louis. Ici, on a une balance d'Evans. Quelle est la différence entre deux premiers? La balance de Louis, vous avez un échantillon que l'on place en fait dans ce genre de tube, que vous pouvez voir ici, et il est placé au sein d'un aimant et donc d'un champ magnétique qui va être permanent. Et on mesure la variation de la masse de cet échantillon lorsqu'il est soumis au champ magnétique. La balance d'Evans, c'est à peu près le même principe, en tout cas en termes physiques, sauf qu'en fait, on va appliquer un champ magnétique à l'échantillon, et après, on va essayer de revenir à la situation initiale en utilisant un deuxième aimant qui va contrebalancer le tout et induire un second champ magnétique. Et donc, on aura un dispositif un peu plus complexe. Alors, du point de vue expérimental et de la paillasse, comment ça se passe? Eh bien, en fait, il y a plusieurs choses à faire. Il y a plusieurs paramètres à mesurer. Vous aurez à mesurer d'abord, par exemple, le poids à vide de votre tube, le poids de l'échantillon et du tube en même temps associés, une fois que vous aurez rempli ces différents tubes avec les complexes de métaux de transition que vous aurez synthétisés. Donc ça se fait avec des balances classiques. Vous aurez à mesurer la hauteur en fait de composés que vous aurez introduits dans le tube, et puis ensuite vous aurez à réaliser les différentes mesures au sein de la balance d'Evans. Donc la balance d'Evans, comme vous pouvez le voir, c'est très simple, il y a juste deux boutons. Le premier permet en fait de donner la gamme de mesure dans laquelle vous êtes, et le deuxième permet de faire le zéro de l'appareil. Et comme vous pouvez voir, il varie pas mal car c'est un appareil, un dispositif extrêmement sensible en fait de base à les moindres vibrations du milieu environnant. Une fois que vous aurez rempli votre tube, il faudra l'introduire en fait dans l'endroit dédié. Donc là par exemple j'ai un tube de référence et donc je l'introduis ici, hop, et regardez la valeur ainsi affichée. À partir de toutes ces mesures, vous allez pouvoir remonter donc dans le protocole qu'on vous fournira et les différentes formules à appliquer au moment magnétique du complexe de métal de transition que vous analysez et au nombre d'électrons célibataires et donc à la propriété de paramagnétisme ou de diamagnétisme de votre composé. Le dernier point que j'aimerais maintenant aborder avec vous concerne la caractérisation des propriétés optiques des complexes de métaux de transition et pour cela même l'utilisation des diagrammes de Tanabe-Sugano. Alors admettons que vous vouliez étudier le complexe suivant à base de vanadium coordonné à 6 molécules d'eau et chargé 3+. Ce complexe, vous auriez pu le caractériser par spectroscopie d'absorption UV visible et obtenir le spectre d'absorption suivant, à savoir un spectre expérimental avec deux bandes d'absorption à des positions bien données en longueur d'onde. Et donc ces bandes d'absorption correspondent à des transitions DD au sein du complexe de métal de transition qui ont chacune pour énergie, on va appeler par exemple celle-ci E2 et E1. La position de ces bandes d'absorption peut également être donnée en centimètres-1, car comme vous le savez, selon la loi de Planck, on a une corrélation directe entre l'énergie et puis justement la fréquence, qui est ici l'inverse de la longueur d'onde, via E égale hc sur lambda.
Ainsi, expérimentalement, la bande d'absorption correspondant à l'énergie de transition E1 est placée à 17 500 cm-1, tandis que la deuxième, correspondant à E2, est placée à 26 000 cm-1. Il nous faut maintenant pouvoir faire le lien entre l'aspect expérimental donné par le spectre d'absorption UV visible du complexe étudié et l'aspect théorique donné par les diagrammes de Tanabe-Sugano. Donc il nous faut choisir d'abord le bon diagramme de Tanabe-Sugano. Donc pour cela, il faut revenir sur la structure en fait même du complexe. Ici, le vanadium contient 5 électrons dans son bloc B, normalement. Donc je vous rappelle, pour un complexe octaédrique, on a 3 orbitales T2G, 2 orbitales EG, et la différence représente l'éclatement du champ cristallin delta O. Or ici, le vanadium, le complexe est chargé 3+, et donc le vanadium va avoir un degré d'oxydation de +3. Et donc, il aura une configuration D2. Donc on pourra se reporter en fait au diagramme de Tanabe-Sugano pour un complexe de métal de transition qui a une configuration D2. Dès lors, on peut déjà voir qu'il y aurait 3 transitions possibles, toutes partant de l'état de 3T1, et donc ces transitions doivent être permises de spin. Donc la première serait celle allant de 3T1 à 3T2, la seconde irait de 3T1 à 3T1, et la dernière irait de 3T1 à 3A2. Expérimentalement, on voit que 2 transitions, puisque la troisième est trop éloignée dans les UV et on n'aura pas pu la mesurer, par exemple. Une fois cela établi, il peut être bon de rappeler ce qu'est un diagramme de Tanabe-Sugano finalement, puisque comme vous pouvez le voir, nous avons en abscisse en fait le paramètre delta sur B, donc delta l'éclatement du champ cristallin, et B est un des paramètres de Racah, un des 3 paramètres de Racah qui représente ici la répulsion interélectronique. En ordonnée, nous avons l'énergie en fait de l'état électronique considéré sur B, à nouveau le paramètre de Racah. Cela constitue donc l'évolution en fait de l'énergie en fonction de l'éclatement du champ cristallin constitue le diagramme de Tanabe-Sugano. Maintenant, voyons comment on peut exploiter en fait un tel diagramme et remonter à des informations pertinentes sur le complexe, à savoir le champ cristallin de ce complexe notamment, et la nature des différentes transitions qui occurrent et que l'on peut retrouver en absorption de UV visible. La première étape est de calculer le rapport des énergies, à savoir le rapport E2 sur E1. Le fait d'avoir positionné les bandes justement en fréquence va nous permettre de donner directement une estimation de ce rapport comme étant ici, expérimentalement, de 1,49. La seconde chose sera de pouvoir en fait chercher la valeur de delta O sur B pour laquelle on a le bon rapport en ces deux transitions, c'est-à-dire il faudra qu'on se place à un endroit tel que ce rapport entre la transition ici, plus énergétique E2, et une transition par exemple E1, soit égal à 1,49. Alors pour ce faire, on va prendre, par exemple, c'est souvent le cas, le fait que cette droite-là, ici représentée en rose, on peut lui donner donc l'équation suivante, y égale à x. On va pouvoir tracer ensuite une seconde droite fictive, comme cela, qui est telle que son équation est y égale E2 sur 1 fois x. En procédant ainsi, on va pouvoir couper la droite d'évolution énergétique de l'état ici 3T1 à un endroit précis, et à cet endroit précis, eh bien en fait, on va pouvoir avoir un rapport E2 sur E1 directement, donc ce rapport-là sur ce rapport-là, qui va être de 1,49. Et donc là, si vous faites ça bien, normalement, vous deviez trouver, dans le cas précis, que delta O sur B était égal à 31.
Donc tout ça grâce aux données expérimentales tirées du spectre d'absorption. Une fois que vous avez le rapport delta O sur B, eh bien vous pouvez directement lire en fait la valeur ici de E1 sur B qui vaut 27 normalement si vous tracez bien, et la valeur de E2 sur B qui vaut 43. À partir de là, puisque vous connaissez E1 sur B, finalement, vous connaissez E2 sur B, qui vaut 43, et puis vous connaissez delta O sur B, qui vaut 31. Donc vous êtes à même, en fait, entièrement de pouvoir déduire B. Et si vous faites le calcul, vous allez trouver que B égale 625 cm moins 20. Donc ça, c'est le paramètre de Racah que l'on recherchait initialement. Mais en fait, il n'est que peu d'intérêt parce que ce qu'on recherche vraiment, finalement, c'est la valeur du champ cristallin delta O. Et donc, du coup, de cette dernière formule-ci, enfin de ce dernier paramètre-ci, vous allez pouvoir directement avoir delta O comme étant, en fait, de 15 800 cm moins 20. Vous aurez pu ainsi, à partir de données expérimentales, déterminer l'éclatement du champ cristallin, et ça aura pu vous donner des informations, notamment sur la conformation électronique du complexe, s'il est au spin ou bas spin par exemple, et entre autres.